Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour International du Bois 2018. Et avec mes invités, nous allons parler ameublement et nous allons parler de la journée fibre qui est organisée demain, ici même, de 10h à 18h par les gens de l'ameublement que vous représentez. Pour commencer, Monsieur Patrick Cruz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de l'UNAMA. Rapidement, l'UNAMA. Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement, ébénistes, tapissiers, etc., agenceurs et autres. À côté de vous, Maroussia Barrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Institut des matériaux souples chez les Compagnons du Devoir. Je reviendrai vers vous pour nous parler des matériaux souples et des Compagnons du Devoir. En face de vous, Monsieur Nicolas Diguerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle innovation deuxième transformation du bois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça s'appelle Pibois. Pibois, effectivement. Pibois, rapidement. Donc Pibois, c'est un service pour les entreprises, donc des métiers de la seconde transformation du bois, donc menuisier, ébéniste, agenceur, charpentier, constructeur bois. C'est les accompagner dans leur développement. Par l'innovation, c'est mieux, mais surtout dans la transition numérique, la transition environnementale, par le biais de l'accompagnement intra-entreprise, mais aussi par le fait d'organiser des journées techniques sur des thématiques données, comme par exemple la journée fibre qu'on organise conjointement avec l'UNAMA. Dont on va parler tout à l'heure. Avant, je vais vous demander de nous rappeler qui sont les Compagnons du Devoir et puis de nous parler de l'Institut des matériaux souples. Tout à fait. Donc les Compagnons du Devoir, ou Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de est une association qui forme à métiers dans ces filières, dont la filière aménagement et finition, donc avec les métiers de la menuiserie et l'ébénisterie, et les métiers des matériaux souples. Donc ici, nous pouvons parler précisément du métier de tapissier d'ameublement. Voilà. Il y a encore des tapissiers d'ameublement. Bien sûr. Dites-nous un peu quel est ce métier, parce que c'est un métier qui est assez méconnu. On va vous échanger le micro. Donc, le tapissier d'ameublement est un artisan qui applique les matériaux souples dans l'habitat. Donc, on parle de tapissier en siège, de tapissier en décor. Il y a 2 CAP aujourd'hui qui existent et auxquels nous formons. Il va appliquer les matériaux souples dans l'habitat, c'est-à-dire qu'il va apporter du confort et de l'esthétique au quotidien avec une haute technicité et connaissance des matériaux souples. Donc aujourd'hui, ce n'est plus que de la restauration de sièges, par exemple. C'est aussi de la tenture murale, des panneaux acoustiques, phoniques, c'est aussi de la moquette. C'est un métier de création, c'est pas seulement un métier de restauration. Voilà, tout à fait. Oui, il y a de la création, bien sûr. Alors, ensemble, vous avez organisé les journées fibres. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être pourquoi, du côté des artisans, on veut faire connaître les métiers, organiser une journée qui n'est pas un colloque, mais qui est vraiment une journée pour montrer là où on en est aujourd'hui. Eh bien, pourquoi on a organisé cette journée? C'est-à-dire, on s'est mis d'accord avec nos amis des compagnons de faire un constat qu'il y avait des mutations en cours très importantes, des mutations qui s'appellent l'économie circulaire, la transition numérique, le travail collaboratif. Et ces 3 pôles dessinent un peu le précaré de l'avenir des métiers. Et ça ne touche pas que l'artisanat de l'ameublement, ça touche autant les gens de la construction que les gens, on va dire, j'irais même dans l'alimentaire, dans n'importe quel secteur, on va être touché par ces 3 pôles sur lesquels on va construire les métiers, non pas d'avenir, nos métiers sont très anciens, ils ont toujours eu un avenir, mais on va les moderniser avec cela. Voilà, c'est comment les métiers s'adaptent finalement, comment ils se transforment avec ces nouvelles contraintes. Ces nouvelles contraintes. Alors, est-ce que c'est des contraintes ou est-ce que c'est des opportunités? Les contraintes sont toujours une liberté. Voilà, en fait, quand on parle de devenir du métier, de devenir des métiers, c'est des sujets sur lesquels on travaille tous dans la filière, donc via les organisations professionnelles et les unions comme l'UNAMA, chez les Compagnons du Devoir aussi. En fait, dans toute transition, les nouveautés qui peuvent sembler des contraintes sont surtout des opportunités. Donc on ne peut pas faire sans. Allons-y et construisons-le ensemble pour avoir des bonnes pratiques, en fait. Voilà. Oui, et demain sera justement l'occasion de montrer ce qui
un petit panel de ce qui peut permettre de s'épanouir un peu plus dans les métiers, de peut-être s'ouvrir sur de nouveaux secteurs, peut-être avoir des tâches aussi un peu moins physiques, puisque le numérique aussi aide à la simplicité que ce soit moins physique les métiers, et aussi d'échanger et de voir tout ça ensemble, puisque l'après-midi sera des ateliers techniques en groupe où ils mettront justement en œuvre ce dont on aura parlé un petit peu plus la matinée, et développer aussi le travail collaboratif déjà entre eux. Voilà, c'est de montrer un peu comment les choses se passent. En fait, vous allez faire une sorte de petit exemple de comment les choses évoluent sur ces 3 aspects que l'on vient d'évoquer. Oui. On ne va pas que dire, on va faire. Voilà. Ils vont faire. Ils vont faire. Oui, vous allez faire travailler les autres. Voilà, c'est justement, l'après-midi sera dédié à un workshop, un atelier en français, avec l'aide d'un Fab Lab, donc qui nous met à disposition en fait des équipements et des outils numériques avec des découpes laser, avec de l'impression, avec de l'impression 3D, voilà. Et en fait, c'est surtout une initiation aux pratiques, mais par l'expérience. Là, vous voulez vraiment montrer comment les choses se passent, on va dire, dans la vraie vie aujourd'hui. Voilà, on va mettre à l'échelle d'une après-midi un projet qui pourrait durer plusieurs mois, avec un objet qui a été pensé par un designer, Fabien Petiot, et qui va en fait être la base de tout ce travail de l'après-midi. Donc à la fin de la journée, ils auront conçu ensemble et réalisé un prototype de projet d'un objet. L'idée, c'est de démystifier justement tout cet univers du numérique et montrer aussi la force du travail ensemble, du travail collaboratif, et pour qu'ils puissent envisager de nouvelles possibilités à travers ces outils. Alors, on a vu, il y a 3 thématiques dans votre journée. On va les prendre une par une. Économie circulaire, qui est-ce qui veut en parler ? Écoutez, je veux bien, même si je ne suis pas un expert, mais je peux en parler. Allez-y. Donc, en quoi l'économie circulaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui, intéresse les entreprises que vous représentez, et en quoi ça change leur pratique ? Eh bien, je donnerai une date d'abord. Octobre 2017 a été édité par la Commission européenne un rapport d'à peu près 500 pages, en anglais malheureusement, mais ça se lit quand même, de 500 pages, et ce rapport s'appelle Rapport sur l'économie circulaire dans l'ameublement. Voilà. On sait très bien quand il y a un rapport, il y aura des directives, que les directives deviendront ou des lois ou des réglementations, on n'y échappera pas. Et pourtant, c'est peut-être le rapport le plus intéressant pour les métiers du bois, et en particulier ceux de l'ameublement qui travaillent le bois. En quoi c'est intéressant, et en quoi l'économie circulaire transforme vos métiers ? Elle les transforme. Elle les transformera pas, c'est pas elle. Elle va les moderniser, dans le sens où la finalité du rapport pour aller au fait, elle va dire une chose qui est simple, qui est compréhensible par tous, mais qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. En gros, on va finir par s'interdire de fabriquer quoi que ce soit qui ne soit ni recyclable, ni réemployable. Voilà. Et ça, c'est une vraie force, c'est un vrai vecteur de progrès économique et de progrès matériel pour les entreprises de l'artisanat. Sous couvert et là je laisserai la parole à mes collègues, de pouvoir maîtriser la transition numérique. On est au XXIe siècle, on ne peut pas en faire abstraction. Et puis une vraie rupture, là, plus encore que l'économie circulaire, le travail collaboratif qui lui est une vraie innovation dans le comportement de l'artisan. C'est fini l'artisan au fond du bois tout seul et au fond de son atelier. Voilà. Je reviens sur l'aspect recyclabilité, réutilisation. Vous utilisez quand même des matériaux faciles. Donc en quoi il ne serait pas facile ? En quoi ça ne se faisait pas avant ? Et comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement y arriver ? Alors le bois est un matériau tellement facile à imaginer pour le réemploi et la réutilisation qu'on s'est gardé de le faire. Voilà. On l'a fait en tout cas un peu comme certains font de la prose sans le savoir. On ne l'a pas fait de façon organisée à l'échelle d'une société, je ne vais pas parler au niveau mondial, mais d'une société française de 66 millions d'habitants. Il faut récolter des meubles usagés ou en déchets ou des éléments de meubles. Il faut pouvoir les stocker, les trier, les retravailler, etc. etc. Ça,
Ça, c'est quelque chose à mettre en place qui n'est en pas place, encore qui en est en place. cours de se Qui est mettre en en place cours de se depuis mettre en place. 2012, on va dire, dans lequel l'UNAMA a fortement agi, mais ce serait une autre discussion, donc je ne rentre pas dans celle-là. On a beaucoup appris à travailler avec des gens qui nous ont énervés, on va dire, parce qu'ils prenaient encore le problème par le mauvais bout, et le bon bout, c'est de dire commençons par l'éco-conception, et l'artisan est bien plus proche de l'éco-conception de façon naturelle que beaucoup d'autres acteurs ou intervenants dans le bois. Et c'est réfléchir sur la nature des matériaux qu'on emploie, sur la façon de les construire, et puis c'est un vrai questionnement sur la nature de la société de consommation. On ne va pas revenir au XVIIe siècle ou à Néandertal, mais on n'est pas obligé de fabriquer des objets qui ne sont destinés qu'à faire des montagnes de déchets. C'est ça l'économie circulaire, et c'est l'ADN de l'artisan. Et c'est là-dedans que vous vous inscrivez. Tout à fait. On va partir sur le travail collaboratif. En quoi, même question, hein, en quoi le travail collaboratif change les choses? Et puis pour moi, on collaborait déjà dans une entreprise, ou en tout cas, expliquez-nous ce qui change, ce qui fait la différence par rapport à avant. Eh bien, effectivement, je pense que les artisans ont toujours travaillé en collaboratif, ne serait-ce que parce qu'ils ont besoin des uns des autres. Hein, un tapissier a besoin du menuisier pour réaliser la structure du fauteuil, ou alors l'encadrement de tout élément dans une habitation. Aujourd'hui, quand on parle de travail collaboratif, c'est aussi aller au-delà, comprendre nos compétences propres aux uns et aux autres, hein, et les partager pour bien les faire matcher, en fait, et qu'on ressorte plus fort. Aujourd'hui, dans le travail collaboratif, on parle d'outils collaboratifs qui sont des dossiers partagés. Aujourd'hui, on peut travailler à distance sans effort. On peut partager aussi les espaces de travail, ça c'est important. Les ateliers partagés sont de plus en plus prisés parce qu'on investit dans des machines plus compétentes et un peu plus onéreuses, mais qu'on peut partager sur un même plateau technique. À travers le travail collaboratif, on parle de rencontres, et ça c'est une des valeurs qui nous est propre à tous et qui nous fait aller plus loin et plus fort. Si j'ai bien compris, à votre échelle, avant, on avait l'ébéniste qui faisait la structure. Hein, on va prendre un fauteuil. Ensuite, on avait le tapissier qui venait mettre le tissu. Bon, ils travaillaient ensemble, mais pas au même endroit, pas avec les mêmes outils. On reviendra sur le numérique après. Et aujourd'hui, ils vont mieux travailler ensemble parce qu'ils ont d'autres outils, c'est ça? Ils ont d'autres outils. Non, en fait, c'est les pratiques, et c'est aussi, si on veut aller dans de l'innovation dans nos projets, il faut qu'on travaille dès la naissance du projet ensemble pour aller plus loin, dès la conception du projet. C'est ça qui permet une excellence dans la qualité et dans la réalisation du travail pensé, en fait. Ça, c'est des choses qui sont déjà concrètes, hein, ou est-ce que c'est mis en œuvre petit à petit, on en est où? Ça vient petit à petit. En fait, il y a un grand delta entre différentes entreprises, différentes cultures, différentes générations. Je ne vais pas vous dire que les entreprises un peu plus âgées travaillent qu'entre eux, et les jeunes travaillent tous ensemble. C'est pas du tout la réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de vérité, mais en tout cas, on essaie d'amener les bonnes pratiques de tout le monde et qu'il y ait vraiment ce partage. Voilà. Il y a des formations sur ces questions. Vous en parlez dans vos formations chez les Compagnons du Devoir? Bien sûr. Dans nos formations, notamment chez les matériaux souples, hein, donc avec les métiers de cordonnier, maroquinier, sellier et tapissier, il y a une action qui s'appelle la démarche Innover ensemble, et qui, dès l'apprentissage, permet des travaux collaboratifs interécoles, interdisciplinaires, avec des designers, qui viennent partager et présenter des projets que les jeunes mettent en œuvre dès l'apprentissage. Donc on leur apprend aussi ce langage universel, de pouvoir communiquer. Comment un artisan communique avec un designer, parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes savoir-faire, les mêmes visions, donc c'est les habituer dès le début. Et c'est ce qu'on initie de plus en plus chez les Compagnons du Devoir, parce que notre objectif aussi, c'est d'adapter la formation fort de la rencontre, de la recherche et de la mémoire, pour permettre à nos jeunes, en fait, de terminer leur cursus
de formation et pour vivre libre et heureux dans leur métier. Voilà, on change un peu l'image des métiers en fait. Hein. Ouais. On n'est plus dans le petit métier artisanal dans son coin. On essaye vraiment de s'ouvrir aux autres. Il n'y a pas de petits métiers. Non, mais je ne dis pas les petits métiers, mais je pensais à quelque chose. Bien Je sûr, pensais non, à un de mes collègues qui fait des émissions sur des... souvent qui montrent les vieux métiers, mais qui ne montrent pas leur modernité. Et je trouve ça toujours très dommage. Mais dans les vieux métiers, on trouve aussi de l'innovation et qu'on Voilà, remet au goût du jour. C'est ce que je voulais dire. On n'oublie pas en fait les pratiques qui sont intemporelles. Voilà, en fait. c'est-à-dire que les pratiques s'adaptent, elles sont intemporelles et on a besoin aussi d'aller vers le numérique, par exemple. Oui. Allez-y sur le numérique. Et au contraire, justement, les techniques, les vieilles techniques, les techniques ancestrales, on les appellera comme on voudra, sont un petit peu même remis au goût du jour avec ces outils numériques. Voilà, c'était dit sans mépris dans ma bouche, hein, mais c'est vraiment l'idée de voir qu'on a du mal à comprendre que les métiers évoluent et à montrer cette évolution. Et justement, ces outils numériques permettent de dégager du temps pendant que la machine travaille et les artisans peuvent faire autre chose, donc peuvent faire du travail collaboratif avec leurs collègues ou autres. Mais aussi, surtout, c'est que du coup, les chantiers ou les ouvrages sont plus accessibles et les ouvrages conséquents qui ont beaucoup de formes, cintrées ou autres, redeviennent accessibles pour le client et donc redeviennent vendables entre guillemets. Et donc les artisans qui s'équipent d'outils numériques reprennent encore plus plaisir à faire des ouvrages complexes puisque le temps manuel, le temps d'œuvre est fait par la machine et du coup ça permet de redonner un petit peu de sens et de le rendre plus accessible. Et aujourd'hui, le gros du travail, l'outil numérique va pas chasser l'homme des ateliers ou autre. C'est qu'un outil, ça reste un outil. C'est comme quand l'arrivée des machines-outils est apparue, comme quand l'électricité, ce n'est qu'un outil. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste le dompter. Et comme je disais, c'est souvent les principes de base du métier sont du coup plus importants parce qu'on revient aux fondamentaux du métier. On revient aux fondamentaux par les outils numériques. C'est quoi les outils numériques que vous utilisez par exemple chez les ébénistes ? Alors, ça peut être le centre d'usinage, 3 axes, 5 axes, ça c'est l'outil qui entre guillemets qui fait le plus peur, je ne sais pas s'il fait peur, mais qui est plus au centre des interrogations. Mais ça va aussi, quand on parle de numérique, il y a déjà des toupies à pointage numérique qui existent depuis longtemps, ça on n'en a pas eu peur, bizarrement. Mais il y a aussi des scies à panneaux, il y a des plaqueuses de champ, tout ça, tout est lié avec du numérique et forcément ça évolue. Permettre de faire des nouveaux assemblages, un peu ce qu'on a vu en charpente par exemple. Oui, des nouveaux assemblages, de mêler de nouveaux matériaux, de pouvoir faire des ouvrages, comme je disais, multimatériaux. Ça ouvre le champ des possibles et du coup ça laisse encore plus de place à l'imagination et donc du coup au bel ouvrage. Alors, on a fait le petit tour d'horizon. On va quand même reparler de la journée de demain. Le rendez-vous est à 10h, le 31 mai. Ça se passe ici, donc à Nantes. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Oui, et c'est juste une petite précision, c'est au hall XXL, donc juste de l'autre côté, il faut traverser le jardin extérieur. Voilà. Et oui, on peut encore s'inscrire et via la plateforme sur le site de l'UNAMA. Donc la plateforme pour accéder aux inscriptions, c'est très simple, c'est www.service au pluriel service.unama.fr. Voilà. Si vous faites ça, vous accédez à la page, il y a l'accueil, inscrivez-vous, vous pouvez encore le faire. On a rempli la salle aux 2 tiers, il nous reste 1 tiers. Ce serait formidable, hein. Et même si jamais il n'y a pas d'inscription, on ne fermera pas les portes. Vous ne fermerez pas les portes. Alors, je vais vous demander à quelqu'un d'entre vous de faire une petite conclusion. Il nous reste 1 minute. Sur cet aspect, on va dire, on a vu qu'il y avait 3 dynamiques, 3 nouvelles dynamiques, transition numérique, économie circulaire, travail collaboratif. Est-ce que tout ça collabore ensemble ? Bien sûr, vous voyez bien que quand on a parlé d'outils numériques aujourd'hui, ils sont partageables en outils collaboratifs, en travail collaboratif sur un même espace, sur un partage des bonnes pratiques, et on va travailler via ces outils numériques des matériaux qui sont peut-être du réemploi de matériaux. Donc tout est lié en fait. On ne peut pas parler d'un seul sujet sans parler des autres. C'est des fondamentaux. Tout à fait.
Écoutez, merci d'être venu nous parler donc, du changement, de la transformation des métiers de tapissier et d'ébéniste. À vous retrouver donc demain à la journée Fibre, ici même à Nantes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal. Une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.